3 matchs NBA au programme la nuit dernière, 2 à l'Est et 1 à l'Ouest. 2 victoires d'ailleurs des cadors de la conférence Est. On peut commencer par ça. Enfin, on peut commencer par ça. Je vais juste donner tous les résultats. On va sans doute au final commencer par le match de l'Ouest. Boston a battu Orlando 109-100. Cleveland a battu Miami 121-112. Mais le match de l'Ouest, du coup, le dernier qui s'est joué, Houston a battu Golden State 109-94. C'était ni le match le plus intéressant, enfin, c'était le match le plus intéressant à la base, mais dans ce qui s'est déroulé, c'était sans doute pas le plus intéressant ni le plus beau. Par contre, c'est celui où il s'est passé l'événement le plus marquant et ça n'a rien à voir finalement avec le score final, c'est la blessure de Jimmy Butler. Donc je te propose, Shai, qu'on commence par ça. Grosse chute, très, très lourde chute de Jimmy Butler au bout de 8 minutes. Il est en l'air au moment où il est fauché par Amen Thompson. Amen Thompson qui n'est pas poussé, mais qui ne fait sans doute pas exprès non plus de percuter Jimmy Butler. On ne sait pas s'il glisse ou s'il dispute le ballon, mais il n'est pas poussé par Draymond Green en tout cas. Voilà, pour ceux qui ont vu les images, il y a un peu, ça peut, comment dire, ça mène à une interprétation. Allez, voilà, je te laisse la parole là-dessus. Ouais, c'est ça. Sur le coup, bon, surtout sur les réseaux, parce que ça va très vite, mais les gens ont commencé à dire vu que Draymond Green était dans le périmètre, on pouvait avoir l'impression, et puis avec le passif sans doute, qu'il avait poussé Amen Thompson vers Jimmy Butler et que ça avait provoqué cette chute vraiment, vraiment spectaculaire. Il s'est explosé. Alors, contusion au bassin, on nous dit, ce qui est jamais très très rassurant. Il est sorti tout de suite d'ailleurs, hein, il est parvenu. Ouais, sur le coup, on pouvait avoir l'impression que Draymond poussait Amen Thompson. Au final, c'est vraiment Thompson qui se lance pour tenter de disputer le ballon. Les Warriors n'ont pas crié au scandale derrière. Steve Kerr a pas dit que c'était une action sale. Quand c'est le cas, ils se privent pas de le dire en général. Ça ressemblait plus à... ouais, ils ont décrit ça, Kerr a décrit ça comme une faute par inadvertance. Sauf que après, on peut toujours se dire, est-ce que le contest était... est-ce que c'est pas un excès d'engagement, un excès de dangerosité, peu importe le terme. Mais toujours est-il que la conséquence est peut-être très importante parce que Butler est parvenu sur le terrain. Le bassin, on se souvient, Chet Holmgren un peu plus tôt dans la saison a touché au bassin, on a vu ce que ça a fait. Enfin, la saison. Ouais, c'était au tout début de la saison, hein, la blessure d'Holmgren, c'est ça. Ou c'était la saison dernière, ça y est, je suis complètement. Cette saison, je sais plus, il a raté tout le début de saison, Oui, je voilà, il crois, rate le quelque chose début de comme saison. ça. Et bon, du coup, Une fracture, quoi. enfin, ça peut avoir de l'impact sur le reste de la série, sur le reste des playoffs pour les Warriors, parce qu'on ne sait absolument pas si Butler va manquer des matchs, combien il va en manquer. Ça, de l'aveu de Steve Kerr lui-même, ça relance, ça change la rotation. On a revu Jonathan Kuminga, donc là pour le coup il a Ouais. fallu un événement pour qu'on le revoie, mais Kerr a été plutôt satisfait de ses minutes. C'est un événement assez important au-delà de la défaite qui est nette et totalement logique des Warriors que Houston a. On va en parler, on va reparler du basket pur et dur. Les Warriors ont été dominés, il y a pas de scandale sur la victoire des Rockets. Bah, en fait, sans Jimmy Butler, c'est pas du tout la même équipe. C'est pas du tout la même équipe, ni en attaque, ni en défense. Heu, il y a c'est presque je dirais pas que c'est pas une équipe de play-off sans Jimmy Butler, parce que ça serait abusé, tu vois, de dire, bah, on encense souvent cette équipe et de la considérer comme pas une équipe de play-off, mais c'est une équipe avec beaucoup de limites sans Butler, avec du danger concentré sur un seul homme, et ça, c'est parfait pour les Rockets avec la pression physique qu'ils peuvent imposer sur Stephen Curry. D'ailleurs, Curry, bon, il met 20 points, mais en 37 minutes, il lâche 9 passes, 6 ballons perdus, 6 sur 15 au tir. Il y a peu de danger autour. Kuminga, effectivement, une fois que Butler était out, c'est là où il est rentré. Kuminga, il est rentré un peu après, quelques instants plus, enfin 2 minutes après. Il est relancé dans la rotation, mais évidemment, bah, pour lui, c'est pas facile, hein. Faire 11 points à 4 sur 12, il n'y a personne qui amène du danger, et puis il n'est pas capable d'amener ce que fait Jimmy Butler. Euh, Draymond Green aussi, pareil, n'a pas le même impact, je trouve, sans Butler. Toute la défense était. En plus de Butler blessé, il y a Podziemski qui était malade. Donc il a été l'ombre de lui-même, et il a joué 14 minutes, il finit avec 0 points, 0 rebond, 0 passe. Euh, Intoxication alimentaire pour Brody Podziemski, donc incapable d'avoir le même rendement, même si Pat Spencer a mis 11 points en sortie de banc en jouant pour Podziemski. Et ouais, cette équipe a été complètement dominée. Et du côté des Rockets, on a eu le gros réveil de Jalen Green, qui a sorti un très beau match, 38 points, 8 paniers à 3 points. Très grosse performance de Jalen Green. Belle preuve de caractère, on s'était un peu interrogé. Une première campagne de playoff, c'est toujours difficile contre une équipe particulière comme les Warriors.
Il l'a dit après, hein, il a dit il y avait du stress, les jambes et les mains tremblaient lors du premier match, ce qu'on peut totalement lui excuser. Par contre, vraiment très très belle réaction. Il a pris les choses en main, des shoots, de la confiance. Ça peut toujours mal tourner quand tu essayes d'insister. D'insister en attaque après un match difficile. Alors c'est ce que font les grands joueurs, mais ça peut aussi se traduire par une issue difficile. Je pense aussi que sa performance a été facilitée par l'absence de Butler, mais il faut avoir le caractère et le talent pour faire ce qu'il a fait. 38 points, beaucoup de paniers extérieurs, il a été l'homme majeur des Rockets. Belle connexion aussi avec Şengün. Enfin, les deux ont fait un tandem Les deux ont important. été très bons. Voilà, Şengün, 17 points, 16 rebonds, il a été vraiment dominant dans la raquette. Et finalement, les Rockets avec la recette qu'on leur connaît, de la dureté, une bonne défense, parce que limiter les Warriors sous les 100 points, c'est jamais simple non plus. Et ils ont réagi, ils ont évité de partir à San Francisco à 0-2, ce qui aurait été fâcheux. Et là, les perspectives sont différentes. Ils peuvent se dire, bon, il y aura un Butler diminué ou complètement absent sur ne serait-ce que le prochain match. Ça change les perspectives pour les Rockets. Le premier match, on avait dit, il y a peut-être une tendance qui se dessine, ça va être dur pour eux. Au final, très bonne réaction et configuration qui peut les arranger par la suite. 7 passes aussi pour Şengün. Très bon dans la distribution, dans l'orientation. Les Warriors, en plus de ne pas avoir Butler, je pense, ont été aussi un peu sonnés de sa sortie, tout simplement. T'as l'incertitude, tu sais pas ton gars, est-ce qu'il va. Enfin, tu vois, tu vois une lourde chute. C'est pas comme une grosse blessure où quelqu'un, par exemple, se fait une blessure sans contact, tu sais plus ou moins tout de suite s'il peut pas marcher. Ok, tu sais, c'est fini. Là, il y a 3 jours, on va savoir, ça dépendra de la gravité. L'IRM sera passé aujourd'hui, mais je pense que les Warriors ont été un peu choqués. Il n'y avait pas la même énergie. Il y a un moment, quand même, dans le troisième quart-temps ou quatrième quart-temps, ils reviennent à 91-80. Ça doit être le quatrième d'ailleurs. Dans le quatrième, en fait, il reste à 10 minutes de la fin. Il y a un run de 9-0. En gros, ils font un run et ils reviennent autour des 10 points. Ouais, parce qu'il y avait 91-71, je crois, ou 91-70, gros. Alors, c'est sur du plus 20. Ils reviennent à 11 points. Je crois que c'est 11 points le max parce que Draymond Green, il rate le lancer après la faute flagrante donnée à Jalen Green. Il rate le lancer. Derrière, c'est lui qui prend une technique. Il rate le lancer et un 3 points un peu forcé d'ailleurs dans la foulée. Et là, c'est le tournant. C'est-à-dire, s'il y a un 3 points qui est mis, Golden State repasse sous les 10 points, tu regagnes une nouvelle énergie. Là, tu oublies le truc de Butler, tu regagnes une énergie en mode ah, bah ça y est, on est dans ce match. Là, non, il rate le 3 points qui est un peu dur. Derrière, il fait une faute technique, Draymond Green. Jalen Green rate le lancer, mais derrière, Jalen Green met un 3 points, un layup, et ça y est, là, c'est plié. Il y a plus 16. Steve Kerr, il sort même ses gars. Udoka laisse ses gars, d'ailleurs, c'est ça qui est marrant. Il laisse ses gars un peu plus longtemps, mais Kerr, lui, il agite déjà le drapeau blanc. Il met les remplaçants. Et il se dit, bon, ben voilà, on passe au prochain match en espérant que Jimmy Butler soit rétabli. Je crois que c'est 3 jours, dans 2 ou 3 jours le match. C'est un peu la chance de Golden State, c'est de se dire, bon, faut voir d'ici là ce que ça va donner avec Butler, quoi. Cleveland a battu Miami 121-112. Un match un peu plus serré que le premier, même si Cleveland a mené 19 points. Miami est revenu à 2 longueurs dans le quatrième quart-temps, puis Donovan Mitchell est passé par là. 17 de ses 30 points inscrits dans le quatrième quart-temps. Grosse perf, encore une fois, de Donovan Mitchell qui a mis 7 paniers à 3 points. Ouais, ils se sont fait peur, honnêtement, parce qu'ils avaient vraiment le match en main. 19 points d'avance. Et gros retour. Il y a eu un enchaînement de paniers. Tyler Hero, Davion Mitchell qui continue d'être très bon aussi sur la fin de saison et playoffs cumulés pour Miami. Adebayo met un panier aussi. Ils reviennent à un point, hein, tu l'as dit. C'était vraiment chaud. Et c'est là que Mitchell a vraiment endossé le costume de mec clutch en playoff. Surtout, il a des stats en playoff qui sont toujours assez incroyables. Et c'est un match que les Cavs auraient pu se rendre plus facile et qu'ils avaient eu l'air de se rendre plus facile. Miami, comme on l'avait un peu anticipé, va jamais rendre les armes. C'est typiquement pas l'équipe qui va prendre des rousses, même contre la meilleure équipe de l'Est en saison régulière. Et ils sont revenus pas très loin. Alors c'est si près, si loin, un peu le fameux titre cliché, tu vois. Ils reviennent à un point, mais tu sens que les Cavs, dès qu'il y a un moyen d'accélérer, dès que Mitchell a besoin d'accélérer, il le fait. Et au final, ça fait 2-0. Deuxième carton assez incroyable pour les Cavs. 11 paniers à 3 points. C'est un record en playoff. Non, mais il y a quand même un écart de niveau assez fort, je pense, entre ces deux équipes. Au-delà du match, juste sur ce premier tour, on sent que c'est 1 contre 8, quoi. C'est un peu ça, ouais.
Heu, qu'est-ce que je sais pas s'il y a vraiment quelque chose à ajouter sur ce match, il y a 20 points d'Evan Mobley, 21 points, 9 passes pour Darius Garland. Hem, ouais, les cadres des Cavs font le boulot, quoi. Voilà, un run particulier, ça a été voilà, le scénario comme on l'a décrit. Alors on va voir si Miami maintenant va pouvoir faire un peu plus que résister lors des matchs à domicile. Ça semble compliqué. L'autre match, le dernier match de la nuit, du coup, c'est la victoire de Boston contre Orlando, 109-100. Boston qui jouait sans Jason Tatum. Je crois qu'on l'avait dit dans le CQFR d'hier qu'il y aurait peut-être pas Tatum. Touché au poignet, lui aussi, après une lourde chute, pour le coup. Chute provoquée en partie par Kentavious Caldwell-Pope. Il y a beaucoup de tension entre Kentavious Caldwell-Pope et les Celtics. Du coup, les fans des Celtics ont été un peu durs avec Kentavious. Enfin, ont été durs. On Un peu huait pré-parti, Kentavious ouais, voilà. Caldwell-Pope qui s'est embrouillé un peu avec Al Horford, avec qui il s'était déjà envoyé des pics dans la presse. Donc bref, Kentavious Caldwell-Pope est devenu l'ennemi numéro 1 en attendant à Boston, mais les Celtics l'ont remporté quand même. Jaylen Brown devait hausser son niveau de jeu, il l'a fait. 36 points, 10 rebonds, 5 passes. 20 points, 10 rebonds aussi pour Kristaps Porzingis qui est à un moment allé au vestiaire parce qu'il saignait après avoir pris un coup de Goga Bitadze, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Bitadze, ouais. Je repense là à Tatum et je revois Joe Mazzulla qui lui dit de se relever alors que le mec il avait le poignet, il avait le poignet en vrac au point d'être forfait pour le match suivant. Ouais. Alors on peut se demander à quel point c'est par précaution parce que et qu'ils se sont dit bah de toute façon on a de la marge, on peut se permettre de tenter de jouer un match à domicile avec l'équipe qu'on a contre Orlando sans Tatum. Ça a été le cas, c'était plutôt un bon calcul si c'était ça. Brown c'est aussi ça, ton joueur numéro 2 quand le 1 n'est pas là, c'est un MVP des dernières finales et il a vraiment été bon, hein, les 36 points, prend des rebonds, il est actif, il fait des passes, ouais, voilà, il a vraiment été excellent. Il y a eu un petit push d'Orlando quand même encore là aussi, c'est une équipe qui veut pas non plus se faire rouler dessus. Il y avait 15 points d'avance en deuxième mi-temps pour Boston, Orlando revient un peu, Banchero met quelques paniers, il a été à nouveau trop seul avec Wagner, hein, les deux sont, sont un peu impuissants et en même temps ils essaient de faire le job autant que possible. Mais ouais, Brown dans le quatrième carton, et il met 17 des 28 points des Celtics, je crois, dans le quatrième. Et effectivement, oui, c'est sur Brown, effectivement très clutch. Wagner et Banchero, à eux deux, ils mettent plus de la moitié des points de l'équipe. Encore une fois, 32 de Banchero, 25 de Wagner. C'est-à-dire que même si tu prends pas un match où il n'y a pas Tatum, où les Celtics sont pas à droit à 3 points, ce qui était le cas, 12 sur 37, les Celtics, c'est rare qu'ils mettent que 12 paniers à 3 points. Alors, ils sont limités en tentative. C'était quelque chose à surveiller. Ils sont limités parce que la défense d'Orlando est très bonne. Les gènes recouvrent bien et empêchent le Boston de prendre 50 à 60 tentatives à 3 points par match. Mais si malgré ça, tu n'es toujours pas en train de gagner, ça devient compliqué en fait. Mais moi, je veux bien que Kentavious Caldwell-Pope il joue un peu le rôle d'ennemi numéro 1 et tout, et qui déclenche des situations de nervosité, mais je veux bien aussi qu'ils mettent des paniers et qu'ils shootent pas 1 sur 9 dans les matchs, ça peut être 0 pas sur mal. 6 à 3 points. Voilà, donc c'est bien, la bagarre c'est bien, le mettre des paniers c'est mieux. C'est bien résumé. Parlons de 3 points. Franz Wagner, son geste, il y a un espèce de, je sais pas, de bug mécanique de la matrice au moment où il shoot. Et je pense que ça explique sa maladresse. Ça fait très. Je pense qu'il le sait de toute façon, mais il y a un espèce de. Je sais pas, en anglais, ils appellent ça un hitch, qui doit être corrigé. Et est-ce que là, en fait, ce hitch, il coupe son tir en deux presque, ou en tout cas, il casse la fluidité de son tir. Et il est très maladroit à 3 points depuis quelques matchs. Sur la fin de saison, il a beaucoup raté de paniers à 3 points. Alors moi, j'ai pas le même. Enfin, forcément, c'est quelque chose que je détecte moins facilement. Je sais que toi, tu regardes beaucoup les mécaniques des joueurs, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs matchs où il a fait du 1 sur 10, 2 sur 10 à 3 points en fin de saison. Et moi, c'est pas quelque chose que j'ai ultra détecté au niveau du geste, mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile à corriger au cours d'une série et pas en intersaison. C'est des trucs que les mecs bossent un peu quand ils ont pas le match et qu'ils ont le temps de le bosser, donc c'est pas simple. Ce que je comprends pas, c'est comment même c'est apparu en fait. Pourquoi il s'est retrouvé à avoir ce truc-là alors que ça c'était beaucoup plus fluide en début de saison. Là, sur les derniers matchs,
Dans le play-in, 0 sur 5 contre Atlanta. Ensuite, contre Boston, premier match, 1 sur 6. Deuxième match, 1 sur 7. Il y a 2 sur 13. Et ça pose problème parce que vu qu'il y a très peu de création à Orlando, Franz Wagner comme Paolo Banchero se retrouvent à prendre des tirs très difficiles en fin de possession. Alors déjà que c'est des tirs durs à mettre, mais si en plus la mécanique est pas bonne, ça va être cata. Bon. C'est mal barré pour Orlando, mais on verra. Les 2 prochains matchs seront du côté du Magic. De toute façon, je pense que cette campagne de playoff pour Orlando, elle servira à dire ok, il y a un problème. Enfin, on stagne. Là, si on ne change pas quelque chose, on va aller dans le mur. Donc, qu'est-ce qu'on doit changer? Et ça sera une intersaison importante pour qu'est-ce qui doit être changé. Est-ce qu'on amène un coach? Moi, je suis comme toi. Je pense quand même que Mosley, il a une emprise très intéressante sur le groupe, etc. Je changerai pas de coach, sauf si vraiment, sauf si je sais pas, Taylor Jenkins ou Michael Malone me présente un projet. Et encore, je prendrais même pas forcément Jenkins à la place de Mosley, moi. C'est vraiment s'il y en a un qui arrive avec un projet, regardez tout ça, c'est vraiment là avec ça, c'est sûr, et tu fais confiance au gars. Mais sinon, je ne serais pas nécessairement changé le coach. Par contre, effectivement, je lui mettrais un assistant offensif qui a beaucoup de poids et qui, lui, peut-être un jour deviendra le coach. Mais je ferais ça. Et puis, comme tu as dit, changer le personnel un peu autour. Franz Wagner et Paolo Banchero, ils doivent bosser sur leur shoot à fond. Des petits trucs comme ça, quoi. Ouais, l'intersaison va être. On n'en est pas, les pauvres, ils sont pas encore éliminés, mais il y a du boulot, dans la construction de l'effectif et tout, c'est certain. Et après, c'est vrai, tu as raison, ils sont pas encore éliminés. Je me souviens de la série de Boston contre Atlanta. Je sais plus si c'est l'an dernier ou il y a 2 ans. Ils sont complètement au contrôle, ils mènent 3-0, ils se relâchent. Atlanta prend 2 matchs, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est aussi un scénario qui peut exister pour Orlando. Alors, ce qu'on peut ajouter, Jalen Brunson a reçu un trophée. Apparemment, c'est un nouveau trophée officiel, le trophée de Clutch Player of the Year. Je comprends vraiment pas l'intérêt du trophée, hein, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Enfin, si, je comprends évidemment ce que ça veut dire, le joueur le plus clutch, mais ça n'a pas de sens. En fait, c'est juste les journalistes qui vont regarder, OK, qui a eu le plus de points là dans le clutch time? OK, c'était machin. Et chaque année, on va le donner à ce type-là. Je veux dire, c'est pas très intéressant. En soi, c'est pas très intéressant. Je ne mais sais pas pourquoi on en fait un trophée aussi haut placé que les 6e hommes, les machins, les. C'est peut-être les joueurs lors des réunions qui ont demandé est-ce qu'un trophée en plus, ça leur fait des incentives en plus dans les contrats. Je sais pas, j'avoue que je sais pas, ça me passionne pas des masses parce que ça reste une définition qui est un peu vague. Est-ce que c'est le nombre de points dans les dernières minutes? Est-ce que c'est plus de paniers qui font basculer un score? Enfin, bon, là c'est Jalen Brunson. Écoute, c'est un joueur de toute façon qui a pas froid aux yeux dans les moments chauds et quand il faut marquer justement dans le money time. Oui. Donc c'est pas illogique par rapport à quoi. Il y avait Jokic, je sais même plus qui était le troisième nommé. Anthony Edwards. Bon, ouais, ok. Je sais même pas si Jokic il était au courant qu'il était nommé dans ce trophée. Je te le dis, je suis assez sérieux quand je pense que Jokic il était pas au courant. Oui, et puis je pense pas que ça va franchement le chambouler de savoir qu'il a perdu le trophée de Clutch Player of the Year. Mais bon, écoute, peut-être qu'on va s'y habituer. Là, on est un peu moqueur, mais est-ce que les gens vont se dire quand on va faire les prévisions de début de saison, qui va bien pouvoir être le joueur le plus clutch? En plus, c'est quelque chose qui est ultra dur à anticiper parce que d'une saison à l'autre, je me rappelle d'Aaron Fox qui avait gagné le premier, je crois. Non, deuxième. Tu sais qui est le premier? C'est ça le truc. J'allais te dire, je pense qu'on connaît à peu près plus ou moins les Deepoy, tu vois, les machins, les Roy. Tu sais qui est le premier clutch? Tu sais qui Non. C'est Stephen Curry. Et je pense que dans 3 ans, si tu me demandes celui de Fox, je l'aurais peut-être déjà oublié aussi, tu vois. Et ça veut rien dire. Non, c'est sûr. Mais tu vois, Fox, je me souviens que, je sais plus si c'est la saison d'avant ou la saison d'après, à un moment, il était cata dans le clutch. Et sur la suivante, il va. Bon, bref. C'est pour ça va être qu'une histoire de qui aime. Tu vois, par exemple, ça n'a aucun sens. Est-ce que Shea, parce que son équipe n'est donc Shea, parce que son équipe elle est jamais dans le clutch time, il va jamais. Et là, il est pas en course, tu vois. Mais au final, oui, par la force des choses. Ça veut pas dire qu'il est pas clutch. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, je sais. De toute façon, c'est pas parce que t'es pas nommé dans les 3 que t'es pas clutch. Mais je veux dire, ça se trouve, ça pourrait être le joueur le plus clutch de la ligue. Tu vois, on le verra. Ça se trouve en playoff. Il y a plein de moments où Shea il va être méga clutch dans les 4e cartons et tout. Sauf qu'en saison régulière, il aura jamais eu l'occasion de le montrer. Donc, ce trophée a aucun sens pour moi. Mais bon, en plus, c'est vraiment présenté comme one of the seven.
l'un des 7 plus gros trophées, quoi. Ça me voilà, je suis pas méga conservateur, tu vois, dans la vie, mais ça, c'est un truc que je capte pas. Parce On est à l'ère où on rajoute des célébrations dans tous les sens. Surtout que moi je trouve que c'est dur à anticiper, à discuter avant la saison. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors que en général, on a un peu une idée. Tu vois, même sur le 6e homme, Ah on sait à ouais, peu près qui va sortir du banc. Pour bien sûr. le MIP, on sait lesquels sont attendus en progression, ne serait-ce que statistique. Et pour les autres, c'est pareil. Il y a toujours des surprises. Hein. On n'aurait pas misé sur Dyson Daniels sur les nominations qu'il y a eu ailleurs, mais bon, après, nous, ça nous intéresse pas pour l'instant. Écoutez, dites-nous si vous êtes passionné par le trophée de Clutch Player. Est-ce que les joueurs eux-mêmes vont dire, attends, quand même dans ma carrière, j'ai été 2 fois Clutch Player of the Year. Peut-être qu'on se trompe et que ça va intéresser les gens et que ça va être un autre vecteur pour pousser les joueurs à faire des meilleures performances individuelles. Je sais pas. Non, tu as raison. Il y aura là, on est quel jour? On est jeudi? On est jeudi. C'est fou. Hier, je me suis demandé quel jour on était. Donc là, aujourd'hui, il y aura le Deepoy. Normalement, ce soir, on saura qui est le Deepoy. Et attention, prépare-toi, vendredi, on saura qui est le Hustle, le vainqueur du Hustle Award. Au moins, celui-là, ils l'ont pas mis dans les 7 plus gros trophées quand même. Je savais même pas qu'il y en avait un. Non, j'ai C'est oublié. ça, il y a des trophées secondaires, tu sais, le meilleur coéquipier, les machins comme ça. Mets le clutch player dans cette liste, s'il te plaît. Mettez le clutch player dans cette liste, quoi. Arrêtez de nous dire les trophées majeurs, clutch player. Bref, c'était mon semi-coup de gueule inutile de la journée. Ah, on s'arrête là-dessus, Shai? Allez, c'est parti. Allez. Bah écoutez, cet après-midi, replay de la late session, on parle justement des joueurs les plus sous-cotés, surcotés, etc. On aurait dû parler des trophées les plus sous-cotés, surcotés. Et on se retrouve demain pour un nouveau CQFR avec de nouveaux matchs de playoff à débriefer. Allez, bonne journée à tous. Bonne journée, à demain. Game is out there, and it's either play or get played.